Alors, tout d'abord, ça fait plaisir de temps en temps, j'ai strictement aucun conflit d'intérêt avec ce topo. Alors, si on parle de fer, on parle d'anémie quelque part. Et l'anémie en réanimation, c'est un véritable problème. Quand on regarde les enquêtes sur le nombre de patients qui rentrent en réanimation avec une anémie, on a 20% de patients qui rentrent déjà avec une anémie. Quand on regarde à la sortie, 80% des patients qui sortent de réanimation ont une anémie. Alors cette anémie, elle est multifactorielle, hein. On va avoir une durée de vie des globules rouges qui va être réduite, on va avoir un défaut de synthèse et un défaut d'utilisation de l'EPO. On va également avoir un peu d'hémodilution, voire beaucoup, en fonction des réanimations, restrictives ou libérales. Et puis on est de véritables vampires. On ne se le dit pas assez, mais nous sommes de véritables vampires et nous exerçons une spoliation sanguine qui est colossale. Alors quand on s'intéresse à la population, en particulier chirurgicale, on voit que certaines populations sont encore plus à risque d'anémie, et en particulier d'anémie, on le verra, par carence massiale, et ça va être les patients qui ont du cancer, les patients qui vont avoir des métastases, et bien entendu, les patients qui vont avoir du post-opératoire de chirurgie lourde hémorragique. On ne va pas se le redire, hein, mais l'anémie est un facteur de morbidité, en particulier de réadmission et de mortalité. Et quand on regarde l'ensemble des études qu'on a sur le sujet, le fait d'avoir à transfuser ces malades entraîne une surmortalité. Et aussi bien que des complications qui peuvent être respiratoires ou thromboemboliques. Mais le problème, c'est cette surmortalité transfusionnelle. Et c'est là qu'on s'aperçoit qu'entre docteurs, les seuils transfusionnels, ils sont éminemment variables. Et donc là, il y a tout un travail qui a été fait. Après, encore faut-il le respecter, parce que l'ensemble de la littérature a montré que les stratégies restrictives ne faisaient pas moins bien, et donc les recommandations françaises de la Société d'anesthésie-réanimation ont dit qu'il fallait absolument suivre une stratégie restrictive, et donc les seuils transfusionnels, c'est plutôt 7,5 ou 8. Mais ça a été conforté par d'autres recommandations internationales qui sont exactement dans la même philosophie du restrictif. Bon. Donc là, on a posé le débat de l'anémie, de la transfusion, et on va voir, est-ce qu'on peut avoir quelque chose qui nous permettrait d'éviter la transfusion avec le fer. Alors le fer, c'est le principal oligo-élément de l'organisme. On a à peu près 3-4 grammes de fer dans notre organisme, et avec une réserve de fer entre 500 et 1 gramme, 500 mg à 1 gramme, et il joue un rôle très important au niveau musculaire et bien entendu dans l'hémoglobine. 2/3 du fer est dans l'hémoglobine, et dès qu'on a un saignement, ce saignement induit une carence martiale, et on y reviendra. Alors quand on s'intéresse à la vie du fer, en fait, il va être circulant, avec soit une forme qui est englobée dans une cellule, qui va être le globule rouge et l'hémoglobine, soit fixée sur un transporteur, qui est la transférine. Et des échanges vont se faire avec aussi bien le foie, les macrophages, on va voir les entérocytes, et également la moelle. Alors 2/3 du fer est au niveau de l'hémoglobine. Cette hémoglobine, elle va être, et c'est tous les jours, des millions de globules qui vont être détruits, avec une durée de vie moyenne de 120 jours, et ils vont être détruits au niveau des macrophages. Le fer va être libéré, évacué à travers un canal excrétif qu'on appelle la ferroporine, et on va avoir ce fer qui n'est pas libre au niveau du plasma, mais qui va se fixer avec de la transférine. Il va être redirigé essentiellement vers le foie, où il va être incorporé et il va être stocké sous forme de ferritine.
on va avoir tous les jours donc cette transférine-là qui va être internalisée et avec un stockage sous la forme de ferritine. Tous les jours, c'est à peu près 25 à 30 mg de fer qui sont ainsi recyclés. Et quand on regarde ce qui vient de l'extérieur, c'est tout petit. C'est 1 à 2 mg par jour. Et ce tout petit, il ne sert pas à refaire des globules rouges. Ce tout petit compense juste les pertes. Les pertes qui vont être un peu dans la sueur, dans la desquamation ou les règles. Alors pourquoi c'est tout petit cet apport de fer ? Et on n'arrive pas à l'augmenter, ou très peu. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on n'a aucun système d'excrétion du fer. On ne peut pas le sortir de l'organisme, donc un des moyens de protection, c'est de verrouiller son entrée. Donc on est vraiment sur un cycle fermé avec très peu d'apport. Donc si on perd des globules rouges, on perd du fer. Alors le système est ultra bien régulé avec une molécule qui s'appelle l'hepsidine, qui est une découverte française il y a une vingtaine d'années, molécule qui est synthétisée par le foie, et en fait, elle va monter s'il y a une surcharge en fer, et pour stopper l'entrée du fer au niveau des entérocytes, mais également empêcher le fer de ressortir des macrophages. Et c'est essentiellement ce qui se passe lors des anémies inflammatoires, en fait, où cette hepsidine est synthétisée en relation avec de l'inflammation des cytokines, et elle va venir inhiber la sortie du fer des macrophages, une fois qu'ils ont mangé le globule rouge. Et donc on va avoir un stock de fer qui est présent, mais il n'est pas utilisable pour refabriquer des globules rouges. De l'autre côté, donc, si on a une érythropoïèse, il faut du fer pour faire des globules rouges. Ça va faire baisser l'hepsidine qui va débloquer les ferroporines et donc on va avoir une libération de fer. Donc si l'hepsidine est effondrée, c'est qu'il y a une carence martiale. De même, donc ici, le saignement qui entraîne par définition une carence martiale va inhiber cette hepsidine. Et donc, hepsidine effondrée égale une anémie ferriprive. Alors attention, parce que le fer, c'est pas bon quand c'est bas, mais c'est pas bon quand c'est haut non plus. Et il a été bien montré que la surcharge en fer pouvait entraîner une augmentation très significative du stress oxydatif. Donc on est vraiment sur une courbe en U. Alors quand on regarde un peu dans la littérature, on s'aperçoit que les patients qui rentrent en réanimation avec déjà une capacité en fer qui est effondrée, une saturation en transférine qui est effondrée parce qu'il y a une carence martiale, c'est un facteur de risque de surmortalité. On ne connaît pas encore bien tous les mécanismes, ce n'est pas que parce qu'ils manquent de fer, qu'ils ont une anémie, qui va avoir cette surmortalité. Il y a d'autres enjeux qui sont présents. En tout cas, il est important de voir que si on a une ferritine élevée, vous voyez, il y a un risque de décès qui est plus important. Je n'ai pas parlé de la ferritine. La ferritine, c'est important parce que, en fait, si elle est basse, on est sûr qu'il y a un déficit en fer, parce que c'est nos réserves de fer. En revanche, si la ferritine est élevée, on ne sait pas. Parce que la ferritine, elle est synthétisée lors d'un processus inflammatoire. Et donc on perd ce paramètre-là. Donc l'inflammation augmente la ferritine et également la lactoferrine, qui ont des affinités supérieures à la ferritine et à la transférine, et ce qui entraîne une hypoférémie. Et le profil du patient en réanimation, dans 75% des cas, qu'on voit dès le 3e jour, c'est fer sérique bas, transférine basse et une ferritine haute. Ça, c'est le profil du malade de réanimation. Avec, on le voit sur cette courbe, en fait, une séquestration du fer et un fer qui n'arrive plus à être utilisé pour fabriquer des globules rouges, même si au départ, il y était. Mais j'insiste, toute perte sanguine est égale
à une perte de fer. Tous les jours, quand on regarde les études, c'est entre 20 et 30 millilitres par jour. Ça, c'est quand ça se passe bien et qu'on n'a pas une thérapie très agressive. Quand on voit les circulations extracorporelles, et moi, ça me fait hurler quand je vois des fabricants qui disent de ne pas mettre de Y sur la voie d'entrée. Le Y sur la voie d'entrée raccordé à une poche de sérum phi est obligatoire, parce que sans ce Y, quand vous perdez un circuit, vous perdez 200 ml de sang. Entre 180 et 220 ml de sang, plus exactement. Et donc ça, il faut vraiment avoir une thérapie et un protocole dans tous les services qui intègre ce phénomène-là. Et les experts recommandent en tout cas d'avoir une vraie stratégie pour réduire les prélèvements sanguins et je rajouterai, en cas de circulation extracorporelle, d'éviter les pertes sèches de circuits sur des circuits coagulés. En tout cas, si on prend quelqu'un qui va bien, on prend Emmanuel, on lui enlève 500 ml de sang, eh bien, si il mange bien, il mange un peu de fer, tu n'es pas végétarien, là, tu n'es pas bobo parisien, ça va. On va se retrouver avec, ici, 80 jours pour refaire et revenir à son taux d'hémoglobine normal. C'est-à-dire quand vous faites un don de sang et que vous n'avez pas une anémie fériprive préalable, il vous faut 80 jours pour restaurer cela. Et quand vous avez un déficit de fer, c'est plus de 160 jours pour revenir à vos taux de base. Alors si on vous supplémente en fer, vous voyez, vous retournez bien plus rapidement ici avec une supplémentation, mais sans pour autant revenir complètement à 100%. Quand on prend les malades de réanimation, quand ils rentrent et quand ils sortent et qu'on regarde des patients avec des anémies fériprives, on se retrouve avec des patients qui vont avoir sur plusieurs mois, ces patients en rouge, des anémies fériprives. Donc il faut absolument essayer, et c'est pendant des années, on a fait le rationnel, est-ce que si on donne du fer, on améliore l'anémie en réanimation? Alors déjà, il faut diagnostiquer la carence martiale. Alors vous pouvez utiliser les standards, qui sont la ferritine basse. Alors, ça marche, hein? La ferritine basse, si elle est basse, on est sûr qu'il y a une carence martiale. On peut regarder le coefficient de saturation, s'il est bas. C'est souvent un défaut d'apport, mais on verra que ce n'est pas si simple que ça. En fait, il y a plusieurs situations. La ferritine est très basse. Dans tous les cas, c'est une carence martiale. La ferritine est entre 30 et 100 avec un coefficient de saturation de la transférine qui est inférieur à 20. C'est une situation où on a une vraie carence, on n'a plus de réserve en fer. Supérieur à 20, on a des réserves basses. Et si on a une ferritine supérieure à 100, en fait, on ne sait pas. On ne sait pas en fonction du contexte dans quelle situation on est. Et c'est ça tout le problème. Et c'est pour ça qu'on a vu, alors si vous avez un coefficient de saturation qui est supérieur à 20 et une ferritine élevée, là on sait qu'il n'y a pas de carence martiale. Donc jusqu'à preuve du contraire, une ferritine inférieure à 100, c'est une carence martiale. Pourquoi je vous l'ai mis ici? Vous voyez la CRP, vous voyez la ferritine. Plus l'inflammation est présente, plus la ferritine s'envole. Et elle s'envole pendant plusieurs jours, elle n'est plus liée aux réserves de fer. Et il y avait cette jolie étude de Sigismond qui avait montré ici à l'admission des réanimations, s'il regardait simplement le critère ferritine inférieur à 100, il n'y avait que 10% des patients, et quand il regardait à 6 mois, je ne sais pas pourquoi c'est surexposé, ici on voyait qu'il y avait plus de 30% des patients. En fait, c'est parce qu'ils sous-diagnostiquaient le nombre de patients qui avaient une anémie ferriprive, parce que la ferritine était élevée, et puis c'est sur plusieurs mois où elle va s'estomper. Et donc, il faut essayer d'améliorer le diagnostic. Alors pour ça, il y a plusieurs pistes, mais il n'y en a aucune qui sort véritablement du lot. Vous avez le récepteur soluble de la transférine, parce que s'il n'y a pas beaucoup de transférine et qu'elle est peu saturée, en fait, il va y avoir une surexpression des récepteurs, ils vont après cliver et se retrouver dans le plasma. Vous avez également sur les automates le pourcentage de globules rouges hypochrome. Alors ça, c'est très bien pour le chronique, parce qu'un globule rouge, il a une durée de vie de 120 jours, donc ça vous dit ce qui s'est passé il y a à peu près 3 mois, puisque les globules rouges hypochromes, c'est ceux où il n'y a pas eu assez d'hémoglobine pour qu'ils
arrive à terme. Et en fait, il vaut mieux regarder le contenu réticulaire en hémoglobine qui doit être supérieur à 29 picogrammes. Et là, s'il est inférieur à 29 picogrammes, ça signe que dans les 3 derniers jours, il y avait un manque de fer. Encore faut-il l'avoir, et pas tous les centres et pas tous les automates le font. En tout cas, le fait d'avoir un pourcentage de globules rouges hypochromes entraîne, c'est à peu près 35% des patients qui arrivent en réanimation, et ça entraîne une augmentation du séjour et de la transfusion chez ces patients, de même que le contenu réticulaire, lorsqu'il est inférieur à 28, on voit ici qu'on va avoir plus de transfusions, et c'est à peu près le même chiffre, c'est 37% des patients qui arrivent avec ces paramètres-là. Un paramètre qui est très intéressant, mais qui n'est toujours pas en routine, et maintenant ça fait plus de 10 ans qu'on l'attend en routine, qui est l'hepcidine. Et vous voyez que là, si je regarde la ferritine, si j'ai une hepcidine inférieure à 20, je vais détecter bon nombre de patients qui ne sont pas détectés avec les paramètres standards. Donc ça pourrait être intéressant d'utiliser. Et en tout cas, tous les patients qui ont une hepcidine inférieure à 20 ont un facteur de risque de surmortalité à 1 an dans cette étude, qui était une ancillaire de Frog ICU. Donc il n'y a pas de gold standard. Malheureusement, ces paramètres-là, ils peuvent être altérés par la transfusion. Par exemple, dans le trauma, vous avez un trauma, vous le transfusez, ces paramètres-là, ils ne sont plus utilisables. Et l'hepcidine, ça pourrait être un très bon marqueur qui permet de varier selon les réserves et la demande de fer, et qui pourrait surtout indiquer si, en fait, le fer qu'on va passer, il est utilisable. Parce que si on a un patient qui a une hepcidine très élevée, vous pourrez faire tout ce que vous voulez en apport de fer, ça n'aura pas de conséquences, puisque l'utilisation du fer va être bloquée. Donc là, je vous ai résumé pour vous montrer la complexité, en fait, de tous les paramètres, et que ce n'est pas si simple à diagnostiquer. Dans tous les cas, nous, l'ASFAR a fait très simple. Si vous avez une anémie microcytaire avec une ferritine inférieure à 100 et un coefficient de saturation inférieur à 20, c'est une carence partiale. Attention, vous voyez qu'on a rajouté les 2 petits paramètres ici, que pas grand monde utilise, et l'hepcidine, pour l'instant, à peu près personne l'utilise. Alors, est-ce que je supplémente? Ça va marcher. Alors, contrairement à l'EPO, qui va prendre une lignée et qui va lui dire « toi, tu vas devenir des globules rouges », il va avoir tout le temps de maturation qui va prendre 14 jours. Apporter du fer, quand on a les globules rouges qui sont en phase de développement, ça va avoir un effet très rapide. Pourquoi? Parce qu'à chaque stade de la maturation des globules rouges, en fait, il faut doubler le taux d'hémoglobine pour passer à l'étape d'après. Et pour doubler le taux d'hémoglobine, il faut avoir du fer. Et donc, si vous mettez du fer disponible immédiatement, vous allez avoir une accélération de votre érythropoïèse. Donc, il y a un effet qui est assez rapide. Alors, très rapidement, j'ai repris l'article, me replonger dans la mémoire et regarder comment étaient rédigés les articles de l'époque. En 1932, première injection de fer. Alors, c'est du fer avec de l'eau. C'est de la rouille. Ils ont rapidement arrêté, 14 ans après, parce qu'il y avait vraiment trop d'effets secondaires. Et puis, en 1964, le fer Dextran sort, et c'était un peu embêtant, et ça donnait une mauvaise image de marque au fer, parce qu'il y avait beaucoup de chocs anaphylactiques quand même avec ces fers Dextran. Et puis, voilà tous les fers qu'on a inventés et mis sur le marché. Et quand on regarde sur cette méta-analyse qui est parue assez récemment, on voit qu'en fait, il y a une sécurité d'emploi avec les nouveaux fers, avec 2 à 10% d'effets secondaires graves, aucun mortel, et que c'est essentiellement des réactions anaphylactiques ou anaphylactoïdes. En fait, le fer, comme les nanoparticules, va et peut activer le complément. Et cette activation du complément va entraîner ces réactions. Alors, il faut savoir que l'incidence avec les fers Dextran était vraiment plus élevée qu'avec les fers sans Dextran. Vous voyez, c'est presque un facteur 3. Et que le risque est minimal, par exemple, avec le fer sucrose. Fer sucrose, c'est le vénofer. C'est important d'avoir toujours ces notions pour peser la balance bénéfice-risque. Et vous voyez, parmi tous les produits anaphylactiques qu'on a, ça fait partie des moins fréquents. Hein. Les immunothérapies sont bien plus élevées en termes de risque
anaphylactique. Donc par rapport à tous ces fers, là, voilà, nous on en a deux en France. On a le Venofer et on a le fer inject. Alors le Venofer, c'est ce qu'on appelle du fer sucrose. C'est donc 8 € à peu près, les 100 mg de fer, mais on est limité à 300 mg par semaine. On ne peut pas aller plus haut. Et puis on a le fer inject, où lui c'est 28 € les 100 mg. Donc c'est une molécule qui est bien plus complexe. Et grosso modo, on peut amorter en une injection le gramme qu'il faut. Et donc l'ANSN a mis des fiches très pratiques, parce qu'en fait, il y a beaucoup d'erreurs et que ces fers ne sont pas échangeables. Et donc, parfois, on a des prescriptions de 1000 mg de fer et on passe sur le Venofer alors qu'il fallait le faire avec le fer inject. 1000 mg de Venofer, ça va mal se passer, très mal se passer, parce que cette dose n'est pas tolérée. Et donc, l'avantage du fer inject, c'est que vous pouvez faire une injection d'1 gramme en 15 minutes. Mais je vous rappelle que, compte tenu du risque, ça ne peut être que fait qu'en milieu hospitalier. En tout cas, ils ne sont pas interchangeables, ça c'est important. Alors, est-ce qu'il y en a un qui est mieux que l'autre ? Franchement, il n'y a pas de différence d'efficacité et il n'y a pas de différence d'effet secondaire. D'accord ? Donc, il y a une différence de praticité, d'accord ? Où c'est une seule injection pour l'un. En revanche, un truc, moi j'étais complètement passé à côté. Alors, complètement, c'est l'incidence des hypophosphatémies. En fait, avec le fer inject, contrairement au Venofer, va apparaître, à partir des 7 premiers jours, une hypophosphatémie qui va piquer à J2. Alors, vous imaginez le patient insuffisant rénal que vous dialysez et à qui vous faites du fer. Souvent, vous ne mettez pas du biphosyle, vous êtes sur du zémosol. Il est déjà hypophosphatémique et en plus, vous allez lui coller un traitement hypophosphatémiant. Donc, c'est 50%, un patient sur deux, qui va développer cette hypophosphatémie avec le fer inject, contrairement à 1% avec le Venofer. En tout cas, c'est une notion qu'il faut avoir. Parce qu'en fait, on va avoir une synthèse de FGF23, qui est une hormone qui est surrégulée par cet apport de fer. Alors, IV ou Péros, il y a des études qui montrent que le fer IV marche mieux que le fer oral, tout simplement parce qu'il y a une régulation où si vous apportez beaucoup de fer dans le tube digestif, les entérocytes ils vont déréprimer les récepteurs, ces fameux récepteurs DMT1, qui vont être déréprimés s'ils voient en face beaucoup de fer pour fermer l'entrée du fer. Et donc le problème, c'est que pour amener 1 gramme, il faut 100 jours. C'est vraiment la limite de l'apport. Et surtout, il y a quelques études qui montrent que cet excès de fer dans le tube digestif va entraîner des pullulations microbiennes qui ne sont pas favorables pour nos patients de réanimation. En tout cas, quand on regarde les méta-analyses, c'est le fer IV qui marche mieux, tout simplement parce que c'est un problème de dose. Alors en réa, en fait, le niveau de preuve de la littérature n'est pas terrible. Hein. Je ne peux pas vous affirmer, je ne peux que le supputer des études faites ailleurs. Parce qu'en réa, il n'y a pas les méta-analyses qui vont dans ce sens. Bon, donc on va vite passer sur le fer oral qui n'est pas vraiment la meilleure solution. Alors, est-ce que ça marche, déjà, de donner du fer ? Oui, en post-opératoire, ça marche. Dans un contexte ici de chirurgie prosthétique, il montre qu'à 4 semaines, l'hémoglobine est beaucoup plus élevée. 0,9 g de plus. Bon, est-ce que c'est cliniquement pertinent ? Je ne suis pas sûr. En tout cas, dans cette étude, il n'y en a pas eu beaucoup qui ont retrouvé d'aussi beaux résultats. Il y avait moins de transfusions, moins d'infections, moins de durée de séjour, moins de fatigue. Parce qu'il y a aussi la fonction muscle du fer. En réanimation, est-ce qu'on a ces données-là ? Alors, on a des données qui montrent que, oui, il y a un impact sur l'hémoglobine. 0,4 g par décilitre. Bon, est-ce que c'est véritablement pertinent ? Alors, non, je n'ai pas les données pour vous dire qu'on transfuse moins sur les méta-analyses. Je n'ai pas les données. Je ne peux pas vous le dire. Je ne peux pas vous dire non plus que ici, quand je regarde en fonction de la supplémentation en fer, je ne me rappelle plus de ça là, tiens, j'ai oublié de mettre le sous-groupe. Ça va être difficile, ça va revenir après.
En revanche, voilà, sur la mortalité, pas de changement. Sur les infections, pas de changement. Mais vous voyez qu'on a très peu de littérature. En tout cas, les auteurs des recommandations ont dit, au vu de ces données, il n'y a pas d'intérêt à faire du fer de façon isolée. Alors, en revanche, si vous avez un patient qui a tous les critères pour une anémie ferriprive, oui, donnez-lui du fer, mais comme vous l'aurez fait ailleurs. Alors, après, si vous donnez de l'EPO, en revanche, il faut donner du fer. Alors, est-ce qu'il y en a une phase optimale? Très clairement, la phase suraiguë, ça ne sera pas la phase où il y aura la meilleure utilisation du fer. Est-ce qu'on a une dose? Bon, on a ce vieux truc, on se passe de labo en labo avec la réglette pour calculer le déficit en fer, où on va tous, grosso modo, tomber entre 1000 et 1500. Voilà. Mais est-ce que c'est vraiment très impactant? Je ne sais pas. En tout cas, les études font une dose ici sur 100 patients de 100, et vous voyez, c'est NS. Sauf sur l'hémoglobine, qui était un peu différente. Quand je regarde ici cette étude-là, qui est une plus grosse étude, c'est l'enzyme, donc l'enzyme, ils ont quand même eu beaucoup de mal à recruter, 70 et 70, pas plus, et c'est également NS sur le nombre de globules rouges transfusés et sur le nombre de patients transfusés. Est-ce qu'on peut faire mieux? Probablement que d'en donner à tout le monde sans discernement, on pourrait faire la stratégie qu'avait fait Sigismond et qu'il avait publié ici sur cette étude avec 200 patients par groupe, enfin 100 patients par groupe, qui était de dire, voilà, on va regarder ceux qui ont une hepcidine qui est basse, et donc chez ceux-là, on va substituer. Et on va substituer soit par fer pour EPO. En tout cas, sur les durées de séjour, ce n'était pas significatif. Et en analyse sur un critère secondaire, ils sont tombés sur un résultat étonnant qui mérite d'être redémontré, qui était une amélioration significative de la mortalité. Est-ce que c'est à cause d'autres facteurs? Est-ce que c'est le fer? Est-ce que c'est le PO? Est-ce que c'est un effet de biais dans la cohorte? Moi, je ne peux pas le dire. Et donc, en tout cas, il faudra faire d'autres études. Et donc, avec les études récentes, je suis désolé, mais on reste sur ça. Il n'y a pas de changement. Vous pouvez faire du fer, mais sur le patient qui a une anémie ferriprive que vous avez diagnostiquée. Il nous reste à améliorer le diagnostic. Donc, si on a une anémie inflammatoire, les auteurs avaient dit qu'il fallait faire de l'EPO. C'est une recommandation qui est étonnamment peu suivie. Les gens ont encore très peur de faire de l'EPO. Ils ont du mal à y passer. Et si vous faites de l'EPO, là, pour le coup, il faut avoir un apport en fer. Les études montrent qu'il y a une amélioration significative du rendement de l'EPO. Donc, en conclusion, on est tous d'accord qu'une perte de sang, c'est une perte de fer. Après, on a encore du mal à dire, voilà, j'apporte du fer et il va être correctement utilisé et il va améliorer mon patient et l'empêcher d'être transfusé. Il y a peu d'intérêt pour le fer Péros, en plus il est très mal toléré. Donc en réanimation, probablement, mais on a peut-être besoin d'avoir de nouveaux biomarqueurs qui nous permettent de mieux cibler les patients. Je vous remercie.